Un podcast Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Ces jours-ci, en ce printemps 2021, où nous nous retrouvons à nouveau en grande partie coincés chez nous, on célèbre les 20 ans d'un confinement télévisuel qui aura marqué un tournant dans le grand cirque médiatique. En avril 2001, démarrait en effet la première saison de Love Story, objet de curiosité, de fascination, mais aussi de rejet et de polémique. L'émission, qu'on l'ait ou pas regardée, a fait basculer la télé dans une nouvelle époque, celle où le réel, ou du moins la prétention du réel, allait supplanter en termes de succès la fiction. Il y a 2 ans, on s'était déjà interrogé sur ces 2 décennies de télé-réalité française et sur ce qu'elles avaient changé sur nos écrans et dans nos têtes. On a eu envie de vous faire réécouter cet épisode et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans Programme B. En 20 ans, la télé de l'époque a eu le temps d'attirer à elle plus que des spectateurs et spectatrices, mais également des chercheurs et des chercheuses. C'est le cas de celle qui était notre première invitée à l'époque, la sociologue des médias Nathalie Nadeau-Albertini, à qui j'avais donc passé un coup de fil pour qu'elle retrace avec moi les grandes lignes des évolutions de la télé-réalité depuis le phénomène polémique du loft. Pour les producteurs, il y a la question de l'après-loft, c'est-à-dire que on ne peut pas refaire une rupture des normes, elle a déjà été faite. Donc, il faut trouver autre chose. Et donc, les producteurs vont faire 2 choses. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont essayer de répondre aux critiques en les apaisant. Donc, par exemple, on va sortir la Star Academy. Donc, la Star Academy, on dit « Ah non, mais ils ne font pas rien ». Parce que l'une des choses qui était reprochée au Loft, c'était que c'était des personnes qui ne faisaient rien en fait de la journée. Et donc, on dit, mais là, on va mettre en évidence un talent, on va aider des talents à éclore. Et puis, on a un autre pan de la télé-réalité qui, en fait, va intégrer les critiques en faisant un élément de définition. Je vais vous prendre la ferme célébrité. Donc, la ferme célébrité, c'est en 2005, donc c'est 4 ans après le Loft, c'est sur TF1. On prend des personnes qui sont un petit peu connues. On leur demande de vivre pendant un certain temps dans quelque chose qui ressemble à une ferme version 19e siècle. Et ce qu'on montre, c'est des personnes qui vont souffrir, parce que c'est difficile pour tout le monde. Donc ça, on reprend, en fait, l'une des critiques qui avait été faite au Loft, c'est-à-dire la critique du sadisme. Et on dit, vous avez raison, on est sadique, mais pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'en même temps, on désamorce en disant, attendez, ces personnes-là que vous voyez souffrir, en fait, ce qu'elles font une sorte de transaction éthique. C'est-à-dire qu'elles acceptent de souffrir momentanément pour, en fait, gagner de l'argent pour une association qui, elle, va aider des personnes qui ont été beaucoup moins favorisées par la vie et qui souvent étaient en situation de handicap lourd. Donc, il y a cette idée, d'un côté, on dit oui, vous avez raison, c'est sadique, mais en même temps pour la bonne cause. Donc finalement, vous avez là, en fait, la télé-réalité va se structurer en suivant en fait les critiques qu'on lui a adressées, à la fois en les validant et en les démentant. Et puis ça c'est le premier temps. Et le deuxième temps de la télé-réalité, c'est le tournant des anges. Donc le tournant des anges, si vous voulez, ce qui devient fondamental avec les anges, c'est de faire un nœud narratif avec entre les différentes dimensions de télé-réalité dont les candidats sont issus. C'est-à-dire que finalement, à partir de cette émission, on n'a plus d'un côté la Star Academy, de l'autre la ferme, et de l'autre Secret Story, et puis de l'autre encore une autre émission et encore une autre émission. Finalement, on ouvre l'histoire de la télé-réalité et on en fait une espèce de grand feuilleton qui en fait se répond d'émission en émission, donc non seulement d'émission en émission, mais aussi en intégrant le phénomène des réseaux sociaux. C'est-à-dire que, en fait, les candidats, quand ils vont sortir d'une émission de télé-réalité classique, Secret Story, ils vont communiquer après sur les réseaux, ils vont communiquer entre eux sur les réseaux, et ils vont continuer l'histoire sur les réseaux. Quelque part, ils commencent à en faire un feuilleton. Donc, ce qui fait qu'au fil du temps, la focale n'est plus sur une émission comme pour le Loft, où on disait le Loft. Non. C'est sur un candidat. C'est-à-dire que c'est plus une émission qu'on va suivre, c'est un candidat. Là, pour moi, on est dans le deuxième temps de la télé-réalité.
puisque c'est le candidat qui devient le centre de l'attention. Est-ce qu'il en reste vraiment concrètement quelque chose à la télévision, ou est-ce que finalement ce ne sont pas que des vestiges quelque part de cette télé et que tout le reste a migré justement vers le numérique, vers YouTube, vers les stories Instagram, vers les stories Snapchat, vers d'autres incarnations toujours en images mais qui ne se font plus par la télévision? C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une histoire que l'on peut penser en termes de télévision. On est dans une histoire transmédia qui tantôt va passer par la télévision, tantôt va passer par les supports numériques. Ce qui donne aussi cette impression de vestige, c'est que finalement, avant, on avait l'habitude de penser, voilà, c'est à la télévision et après, éventuellement sur les réseaux. Là, c'est partout, c'est vraiment les deux en même temps et ça semble être au même niveau. Vous voyez, vous avez les candidats qui peuvent raconter leurs propres histoires, ce qui est assez nouveau parce que effectivement, dans la télévision classique ou dans les médias classiques, vous n'avez pas la maîtrise de la narration. C'est ça, il n'y a pas la maîtrise de la narration. Alors que là, il y a cette maîtrise de la narration. Donc on est dans une autre façon de raconter les histoires, si vous voulez. Et au-delà de ça, il n'y a même presque plus besoin, quelque part, des personnages créés par la télévision, des candidats, puisque, quelque part, avec un smartphone, n'importe qui peut devenir un acteur de cette espèce on va dire, de reliquat ou de satellite de ce qu'a été la télé-réalité. Oui. D'une certaine façon, oui. Mais après, effectivement, tout le monde peut, mais tout le monde n'y arrive pas. Oui. Donc la question, c'est pourquoi. En fait, quand vous regardez, ça suppose, en fait, de la part des personnes qui font ça, une capacité à la fois de mise en scène de soi et de narration de soi-même. Et en même temps, de comprendre quelles peuvent être les attentes d'un public potentiel. Oui. Ça suppose quand même un certain nombre de compétences. Et après, ça suppose aussi une capacité d'adaptation aux critiques. C'est ce qui explique sans doute aussi peut-être que le fait que certains personnages ou certaines stars du web ou du monde numérique finissent quelque part par s'entourer d'équipes, de professionnels et opèrent une professionnalisation et se rapprochent finalement de ce qu'a pu être la télévision, une certaine forme de télévision, au fur et à mesure, même en ayant commencé tout seul. Tout à fait, parce que effectivement, il y a un moment où il y a une professionnalisation de l'activité. Donc après, ça semble presque naturel d'avoir des professionnels qui vont aussi les aider à maximiser leur potentiel quelque part. En 2001, moi j'étais en seconde et en bon littéraire, je vomissais l'idée même du loft. Et dans ma chambre d'ado, j'avais affiché une citation qui disait ceci : « Brisez les écrans, mes élèves, brisez ces carcans neufs qui n'auront de cesse de vous amoindrir ». Je l'avais trouvé dans le tout premier essai consacré à la télé-réalité paru en France qui s'appelle I Loved You et qui était signé par un jeune prof de philo, Vincent Cespedes. Je lui ai donc proposé au moment de la fabrication de cet épisode en 2019 de venir discuter de ces 20 ans qui nous séparent désormais de Loana et consorts et de la perception qu'il a des changements que le succès de ce type de programme a provoqué dans notre société. Alors oui, on a presque 20 ans de télé-réalité, en tout cas 20 ans dans le monde, puisque ça a commencé en 99 et en France en 2001. On a eu 20 ans d'éducation à la compétition individuelle généralisée, parce que c'est vraiment le programme de la télé-réalité. On n'arrive pas à faire du groupe, puisque dans la règle même, il s'agit de s'auto-éliminer, enfin s'éliminer les uns les autres. Donc le groupe, la fraternité, la solidarité, la république, la démocratie, tout ça, c'est des foutaises. Seul compte l'individu livré en termes d'agressivité, de compétition et de ruse et de perversité à une fausse communauté sympathique qui veut en fait nous éliminer. Donc ça, c'est 20 ans d'éducation. Voilà, on a balancé ça dans la tête, tout ça pour vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible, comme disait Patrick Lelay, le responsable de TF1, qui avait osé cette phrase-là. Mais tout ça a été balancé dans les cerveaux. Qu'en est-il, voilà, quel impact ça a eu? J'ai analysé ça au début, j'ai vu qu'il y avait une tentative d'hypnose, d'une certaine forme de cri d'injustice de la jeunesse. Et c'est vrai que, de fait, en 20 ans, la jeunesse s'est très peu révoltée. Et c'est le consumérisme qui a gagné les consciences. Donc je dis pas que c'est la télé-réalité qui est responsable, mais je dis qu'elle a atténué, amoindri, c'est le mot que j'utilisais, les contre-pouvoirs. Et justement, là, elle a migré, cette télé-réalité, c'est-à-dire qu'elle n'est plus vraiment une télé-réalité, mais une forme de
multi-réalité, c'est-à-dire qu'on retrouve ces codes un peu partout, notamment, je pense, dans la mise en scène de soi qui est impulsée par les réseaux sociaux. Ça, c'est sans doute un héritage aussi de cette fabrication de la télévision. Ah oui, tout à fait. Je disais déjà à l'époque que l'écran est très hypnotique par le vide qu'il manifeste et puis le visage nu des fameux lofters voilà. Et il y a une sorte de fascination d'un visage nu qui dit, peu importe ce qu'il dit, on est fasciné par un visage. Eisenstein, un grand réalisateur de cinéma d'avant, parlait de la géographie fervente d'un visage qui s'étale devant l'écran. C'est vrai, la géographie fervente. N'importe qui est beau. Enfin, voilà. Donc il y a cette sorte d'hypnose très narcissique de la jeunesse est belle. Et puis la jeunesse n'est pas rebelle. C'est ça aussi le spectacle de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on montre une jeunesse soumise à la production, soumise dans le contrat, soumise. Jamais vous avez un coup de poing dans la figure du présentateur par un mec qui en a marre de se faire humilier. Donc il y a eu une sorte de sadisation organisée, programmée de la jeunesse. Il y a une délectation jouissive de voir la jeunesse punie. Je vous rappelle que sur le service public, on a eu le pensionnat de Chavagne en 2004. C'était quand même le pensionnat des années 50 où on sadisait les petits jeunes écoliers. Voilà, on a ce truc un peu, ce climat absolument pourri qui relève de ce que j'appelle dans Oser la jeunesse le complexe de Chronos. La délectation des vieux de bouffer leur jeunesse. Chronos est le dieu du temps qui dévore ses rejetons. Et bien là, il y a quelque chose de l'ordre de on consomme du jeune soumis, du jeune pieds et poings liés, du jeune qui dit oui oui, des jeunes bénis oui oui. C'est-à-dire qu'une vision de la jeunesse sans la moindre once de subversion. Voilà ce qu'on a donné aussi dans la tête des plus âgés. Regardez cette jeunesse qu'on a, c'est la plus conne du monde. Et il y en a plein qui ont cru à ce message-là. Mais du point de vue du regard que les plus jeunes téléspectateurs ont pu porter sur ça, est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement un peu... qu'ils ne sont pas dupes, quelque part, de ce qu'on leur propose et de l'irréalité, voire de la fausseté totale de ce qu'ils peuvent regarder? Alors, dès mon livre I Love You en 2001, j'ai dit « Elle n'est pas dupe ». J'étais prof de philo à l'époque, j'avais donné un devoir à mes élèves et j'ai bien vu qu'ils avaient le second degré, comme pour la publicité. La publicité, personne n'est dupe. Tout le monde sait que c'est de la pub. Et pourtant, la publicité marche. Les budgets de la publicité, c'est des millions et des milliards d'euros. Donc, ça marche. On n'est pas dupe, mais ça marche quand même. Il y a une imprégnation du message publicitaire, même si on sait qu'on n'est pas dupe et que c'est que de la pub, etc. La télé-réalité, c'est pareil. N'oubliez pas, elle est connectée à la pub. Elle ne marche que parce qu'elle est rentable. Elle est pas chère, pas besoin de payer des scénaristes, pas besoin de payer des acteurs, pas besoin de rien. C'est l'émission la moins chère du monde qui nous redonne un petit parfum d'Hélène et les garçons de AB Productions, c'est-à-dire un truc un peu maladroit. Voilà. Donc, c'est une façon sans scénariste, sans vision artistique, de faire quelque part un feuilleton. C'est quand même ça. C'est un truc de capitaliste pur. Comment on fait le maximum de profit avec le minimum de moyens. Mais elle n'est pas dupe, mais ça s'imprègne. Ça s'imprègne partout, à tous les niveaux. Et vous aviez raison, j'ai pas répondu à votre question. Mais c'est vrai que les codes aujourd'hui du journalisme sont imprégnés de télé-réalité. C'est vrai que les selfies, c'est très télé-réalité. Ce qui a tué la réalité, finalement, c'est en fait l'explosion de la télé-réalité dans les vies quotidiennes. C'est-à-dire que nous sommes maintenant nos propres héros de télé-réalité. Quelque part, c'est l'avènement de la télé-réalité, la pénétration moléculaire de la télé-réalité dans nos quotidiens fait la mort de la télé-réalité officielle à la télé. Un des trucs les plus fascinants quand on repense à ce qu'a été l'arrivée du loft et ce qu'a été on va dire l'irruption de la télé-réalité dans les chaînes de télévision, c'est à quel point j'ai envie de dire, il y avait une quasi-unanimité pour dire que c'était de la merde, mais que ça a quand même fonctionné. Est-ce que quelque part, on n'annonçait pas aussi là le fait que les voix d'autorité que pouvaient être donc les intellectuels, les savants, les chercheurs, commençaient déjà à ne plus être entendus? Pas du tout. Ouais. Voilà. Pas du tout, parce que moi j'ai toutes les coupures de l'époque, puisque j'ai travaillé sur ça, et je peux vous dire que quasiment tous les intellectuels étaient absolument émerveillés. Émerveillé. J'ai fait toutes les confs qu'il fallait faire. J'étais dans tous les cercles, puisque j'ai écrit le premier livre sur la télé-réalité en français. Donc j'étais invité partout, j'étais assez colérique à l'époque, et je m'énervais à chaque table ronde. Les Tisseron était psychanalyste formidable, François Jost formidable, incroyable, intéressant. Il n'y a que Séguéla qui parlait de... Séguéla, l'homme de la publicité, qui disait c'est une désertification culturelle, l'hôpital qui se fout de la charité. Mais tout le monde était content. Michel Field
faisait son analyse rousseauiste sur le loft, tout le monde essaie. Et le seul truc, attention, le seul petit warning allumé, c'était « Mon Dieu, les lofters vont souffrir ». C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout une vision d'éducation des téléspectateurs. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'ils ont tous été dupes de ce nouvelle expérience sociologique qui nous présentait ça comme ça. 3 fois la une du Monde. Vous croyez que c'est critique ? 3 fois la une du Monde. Donc tout le monde était... J'étais la seule voix dissonante, c'est pour ça qu'on m'invitait d'ailleurs pour critiquer, et ils ne comprenaient pas que ma critique c'était en termes d'éducation d'une génération et non pas les pauvres lofters vont-ils se suicider dans les chiottes, parce que c'est ça qu'ils nous disaient. Il y avait quand même dès la première émission 2 psys, enfin une psychanalyste et un psychanalyste, un psychiatre qui était là pour vérifier que ça allait pas se suicider dans les chiottes avec des caméras dans les toilettes. Donc on en était là. Là, ça montre la faiblesse des intellectuels venant pour la plupart du monde universitaire qui ont rien capté. Et là, quand je vois les universitaires essayer de faire de la philo, essayer de penser le monde d'aujourd'hui, ils se plantent à chaque fois. Enfin, c'est quand même spectaculaire, cette déconnexion qu'on a des élites intellectuelles par rapport à des phénomènes d'embrigadement et de conditionnement capitaliste. Vous avez eu la sensation de ne pas être entendu à l'époque, d'être un peu tout seul, de batailler, d'être un peu le Don Quichotte quelque part de cette télé-réalité ? De fait, je l'étais. Voilà, très vite, j'ai compris qu'il fallait que je sorte du loft moi-même, donc j'ai fait mon 2e livre sur les violences urbaines, ça n'avait absolument rien à voir. Quoique, moi je prêchais pas dans un désert, j'avais une ligne qui me semblait évidente et j'étais très étonné que personne embraye le pas, quoi. Alors ils l'ont après embrayé plus tard, mais c'est resté très mou parce que c'était un pouvoir financier énorme, vous voyez. Le monde intellectuel est très soumis à l'argent, hein, les colloques, tout ça, ça coûte cher et on gagne notre argent en conférences. Donc si vous commencez à dire du mal de puissants, c'est compliqué pour les conférences. Vous mentionnez les violences urbaines, qui était le thème du 2e livre que vous avez signé à l'époque. Justement, ça me fait penser à ce qu'on se disait au début, que sur l'absence, on va dire, quelque part, de grands mouvements de manifestations, de protestations de la jeunesse, il y a quand même eu 2005. Ça n'était pas une manifestation au sens strict, c'était un cri de colère pur et dur. Il y avait donc quand même encore on va dire une jeunesse qui pouvait se rebeller, mais qui ne se rebellait plus comme le faisaient on va dire leurs prédécesseurs, qui ne descendaient pas forcément dans la rue avec des slogans. C'était plus les mêmes types de protestations. Ah, mais tout dépend du slogan. Ouais. C'est-à-dire que manifester de la colère, c'est bien, mais sans slogan, ça sert à rien. Et il y a eu une absence de slogan presque pour la première fois depuis les mouvements de protestation des jeunes. Pas de mots. Et ce que leur a dit, je crois que c'était Romano, je ne sais plus qui, un politique leur a dit, vous ferez mieux de regarder la Starac, la finale de la Starac, plutôt que d'être dans la rue. Voilà. Donc vous voyez, c'est complètement lié, quoi. Plutôt que soyez hypnotisés, les gars, restez hypnotisés. Et les gilets jaunes, c'est pour moi la grande nouveauté des gilets jaunes, même si c'est pas tellement relayé avec les banlieues, tout ça, c'est que tout d'un coup, on a des mots maladroits, etc. Mais on a des mots d'une puissance radicale. Le suicidez-vous, tout le monde a pleuré oh mon Dieu, on dit aux flics, suicidez-vous. Ministère Hammer, il disait quoi réécoutez du rap de Ministère Hammer sur les flics et vous voyez un peu le truc. Donc c'est la même veine. C'est-à-dire qu'à un moment, quand la répression montre son visage arrogant et dit oui, on vous réprime et on aime ça et on jouit de vous réprimer, mais à un moment, il faut être radical au niveau du verbe. Et ça va revenir. Il y aura d'autres mouvements comme ça parce que le capitalisme arrive en bout de course. C'est plus que la télé, c'est le capitalisme qui arrive en bout de course. En 2001, quand je disais il faudrait sortir du capitalisme, on me prenait pour un anarchiste fou, etc. Maintenant, je pense que tous les jeunes, ils sont conscients de ça, qu'il faut sortir du capitalisme. Donc l'avancée, elle est réelle et elle est politique, l'avancée. Mais comment on fait ? C'est sur le comment on fait qu'on risque de régresser. Parce que la case qui consiste à dire il faut jouer le jeu et de l'intérieur, non, de l'intérieur que dalle. Donc il faut trouver des techniques de sabotage intellectuel conséquentes et la télé-réalité nous montrait qu'en fait le système n'est pas sabotable. La leçon de la télé-réalité, c'est regardez, il y a une règle, c'est le règlement et ce n'est pas sabotable. La seule fois où ça a été saboté, c'est quand à la fin du premier loft, tout le monde était débutant, y compris la prod. Ils ont pris Castaldi, le présentateur, ils l'ont mis dans la piscine, c'était pas prévu. C'est la seule rébellion réelle qu'on ait eue, mais en fait, c'est ces genres de rébellions qu'il faut essaimer pour changer vraiment la donne, changer le monde. Et il faudrait voir maintenant dans quelle mesure l'expérience de l'enfermement collectivement éprouvé, notamment au printemps 2020,
peut faire évoluer notre perception des expériences de ce genre à la télévision, mais ça c'est un tout autre sujet. Merci à Nathalie Nadeau-Albertini et à Vincent Cespedes pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.